Je ne peux pas dire que notre décision d'adopter Michel ait été motivée par autre chose que notre désir d'être parents. Moi, Charles, et ma femme, Juliette, avions essayé pendant des années d'avoir nos propres enfants, mais sans succès. L'adoption semblait donc être notre dernier espoir de compléter notre famille. C'est par une chaude journée d'été que nous nous sommes rendus à l'orphelinat, niché dans les collines d'Aix-en-Provence. Tout y respirait l'histoire, des rues pavées aux murs de l'orphelinat, qui était autrefois un couvent du XVIIIe siècle. Le directeur de l'orphelinat nous a guidés à travers les longs couloirs jusqu'à ce que nous atteignions la salle où les enfants jouaient. Je me souviens avoir ressenti une légère pression dans la poitrine en entrant dans la pièce, un mélange d'anxiété et d'anticipation. C'est alors que nos yeux ont trouvé Michel. Il était seul dans un coin, en train d'assembler un puzzle avec un sérieux inhabituel pour un enfant de 5 ans. Son apparence était fragile, ses cheveux noirs coupés de près et ses yeux, ses yeux. Ils étaient d'un brun si foncé qu'ils semblaient presque noirs. Juliette s'est agenouillée à côté de lui, faisant la conversation. Michel nous regardait avec une intensité qui me déconcertait, mais il répondait poliment. La directrice, une dame aux cheveux gris et aux lunettes à monture fine, observait la scène, une ombre d'inquiétude passant sur son visage. Elle a mentionné, presque comme si elle ne voulait rien dire, que Michel était un garçon spécial qui avait besoin de beaucoup d'amour et de patience. Nous n'avons pas compris sur le moment, mais ces paroles avaient un poids que nous n'avons réalisé que plus tard. Nous avons décidé ce jour-là qu'il serait notre fils. L'adoption a été étonnamment rapide, comme si le destin nous pressait. Lorsque nous avons enfin ramené Michel à la maison, nous avons ressenti une joie qui n'avait pas touché nos cœurs depuis longtemps. Mais la maison, qui était auparavant pleine de lumière et de joie, a commencé à prendre de nouveaux contours avec la présence de Michel. Il y avait quelque chose en lui, une immobilité, une ombre qui s'étendait dans les couloirs de notre maison, murmurant que nous avions peut-être ouvert la porte à quelque chose de plus qu'un simple garçon. Nos premiers jours avec Michel ont été un mélange de joie et d'étrangeté. Il s'est bien adapté à la routine de la maison, toujours attentif et observateur. Parfois, je le trouvais immobile, le regard perdu dans le néant, comme s'il écoutait quelque chose que nous ne pouvions pas entendre. Un soir, alors que Juliette préparait le dîner, je suis allé dans sa chambre pour l'appeler. J'ai trouvé Michel assis par terre, en train de parler tranquillement. Je lui ai demandé à qui il parlait et il a souri en disant que c'était son ami imaginaire. J'ai pensé qu'il était normal que les enfants de son âge aient des amis imaginaires. Alors je n'y ai pas prêté attention. Au cours des jours suivants, j'ai remarqué que Michel aimait dessiner. Mais ses dessins étaient inhabituels pour un enfant. Il représentait des personnages allongés avec beaucoup de bras et les scènes étaient toujours sombres. Lorsque je l'ai interrogé sur ses dessins, il m'a simplement répondu qu'il s'agissait de choses qu'il voyait dans ses rêves. Juliette et moi avons commencé à nous inquiéter, mais nous avons essayé de ne pas le montrer devant lui. Les nuits sont devenues plus compliquées. Michel a commencé à se promener dans la maison pendant son sommeil. Nous le retrouvions à des endroits différents chaque matin, marmonnant toujours quelque chose d'indéchiffrable. Je me réveillais au milieu de la nuit, en entendant des bruits de pas dans les couloirs. Et quand j'allais vérifier, Michel était là, faisant les 100 pas, comme s'il suivait quelqu'un que nous ne pouvions pas voir. Le comportement étrange de Michel a commencé à affecter l'atmosphère de la maison. Juliette et moi en parlions tous les soirs après qu'il se soit endormi. Nous ne savions pas s'il fallait aller voir un médecin ou un psychologue. Nous avions peur de ce qu'il pourrait nous dire. Ce qui n'était au départ qu'un sentiment d'étrangeté a commencé à se transformer en un sentiment de peur inquiétante. Quelque chose ne tournait pas rond, et nous devions trouver ce que c'était avant que les choses ne deviennent complètement incontrôlables. La routine dans notre maison a changé radicalement. Juliette et moi avons commencé à remarquer que l'atmosphère devenait plus lourde,
surtout la nuit. C'était comme si l'air était épais, difficile à respirer. Parfois, à la lumière des bougies, nous pouvions voir des ombres se déplacer dans les couloirs. Elles étaient rapides, presque imperceptibles, mais bel et bien là. C'était comme si la maison avait pris une vie propre, une vie qui ne voulait pas de nous. Lors d'une soirée particulièrement calme, alors que je lisais dans le salon, Michel s'est approché de moi avec un air inquiétant et sérieux. Il a commencé à parler de mes parents qui étaient morts il y a de nombreuses années dans un accident de voiture. Michel n'en a jamais rien su. Nous n'avons jamais parlé de mes parents, et encore moins de l'accident. Mais il était là, décrivant l'accident avec des détails que seul quelqu'un qui l'avait vu pouvait connaître. Cela m'a fait froid dans le dos. Comment pouvait-il savoir de telles choses ? Le lendemain, alors que je nettoyais le grenier, j'ai trouvé un vieux journal intime caché parmi quelques cartons. Les pages jaunies parlaient d'entité et de possession, de la façon dont certains esprits pouvaient s'attacher à des personnes ou à des lieux. Le journal appartenait à un ancien habitant de la maison, qui avait apparemment eu des expériences avec l'occultisme. Je n'étais pas superstitieuse, mais après les événements récents, toute explication semblait valable. Les objets ont commencé à bouger d'eux-mêmes. Une nuit, nous avons vu les livres sur l'étagère être jetés par terre, sans que personne ne soit là. Une autre fois, les tableaux sur le mur ont changé de position pendant que nous dormions. Tout cela était accompagné d'un froid qui s'installait à chaque fois que le soleil se couchait. Michel semblait le seul à être calme au milieu de ce chaos, restant souvent immobile, le regard dans le vide, souriant à quelque chose ou à quelqu'un qu'il était le seul à voir. Ces événements surnaturels nous poussaient à bout. Nous ne savions plus quoi faire ni vers qui nous tourner. Ce qui avait commencé comme une adoption pleine d'espoir se transformait en un cauchemar que ni Juliette ni moi ne savions comment affronter. Par une nuit d'orage, alors que des éclairs traversaient le ciel sombre, il s'est passé quelque chose qui allait changer à jamais notre perception de Michel. Juliette s'est réveillée avec un cri étouffé, son visage pâle illuminé par les éclairs occasionnels. Elle m'a entraîné dans la chambre de Michel, où nous l'avons trouvé en train de parler tranquillement à une silhouette obscure qui a disparu dès que nous avons allumé la lumière. Je voulais croire que ce n'était qu'une ombre, mais l'air froid et l'odeur de soufre prouvaient qu'il y avait quelque chose d'autre. Les jours suivants, Michel est tombé malade. Sa température montait et descendait sans explication, et il marmonnait des voix dans son délire. Des voix qui n'étaient pas celles d'un enfant, des voix qui murmuraient dans des langues que nous ne connaissions pas. Juliette, terrifiée, a passé des nuits blanches à son chevet, tandis que je cherchais une explication logique à ce qui se passait. La maison semblait rétrécir autour de nous, les couloirs et les ombres de plus en plus menaçants. Désespéré, j'ai cherché de l'aide auprès d'un prêtre local. Je le connaissais de vue, je le voyais toujours se promener en ville avec un sourire bienveillant. Mais lorsqu'il a entendu mon histoire, son visage a changé. Il m'a parlé d'entités maléfiques et de la façon dont, en de rares occasions, elles pouvaient s'attacher à une personne ou à un lieu. Son conseil était simple. Michel était peut-être sous l'influence d'une entité qui n'appartenait pas à ce monde. Il a suggéré que nous procédions à un rituel de purification dans la maison, ce que je n'aurais jamais pensé faire de ma vie. Nous nous sommes armés d'eau bénite, de crucifix et de beaucoup d'espoir. Juliette et moi avons fait ce que le prêtre nous a suggéré, aspergeant d'eau bénite les coins de la maison et récitant des prières que nous n'avions jamais dites auparavant. Cette nuit-là, alors que nous accomplissions le rituel, l'air devint lourd et nous entendîmes des rires et des chuchotements provenant des murs. Michel, cependant, dormait profondément, d'un sommeil si serein qu'il semblait bien loin de tout le mal auquel nous étions confrontés. La nuit avait été longue, une lutte silencieuse contre quelque chose que nous ne pouvions pas voir, mais que nous pouvions certainement sentir. Au fond de moi,
je savais que nous commencions à peine à comprendre la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvions. C'était un territoire inconnu et effrayant, et je craignais ce qui restait à venir. Dans les jours qui ont suivi le rituel, Juliette et moi avons essayé de maintenir une routine normale, mais l'isolement est devenu notre nouvelle normalité. Les tentatives de purification semblaient avoir donné un peu de répit au phénomène, mais pas pour longtemps. La tranquillité était superficielle, et bientôt les perturbations reprirent, plus intenses qu'auparavant. Les vitres se brisaient sans raison apparente, et le bruit de quelque chose de lourd traînant dans le grenier devenait monnaie courante pendant les nuits. Nous nous sommes de plus en plus enfermés dans notre maison, essayant de protéger Michel et nous-mêmes de ce qui s'était produit à notre réveil. Pendant cette période, le comportement de Michel est devenu encore plus erratique. Un matin, nous l'avons trouvé dans le jardin à l'aube, en train de brûler de petits objets qu'il avait ramassés dans la maison. Objets qu'il avait ramassés dans la maison. Il ne parlait pas, se contentant d'accomplir ses rituels en silence, comme s'il était en transe. Juliette, épuisée et ébranlée, a passé des heures à le regarder par la fenêtre, sans oser l'approcher. Le garçon que nous avions adopté semblait se perdre, ou peut-être révéler un visage qui avait toujours été là, caché dans les ombres de son esprit, troublé. La situation affectait profondément Juliette. Je voyais l'éclat de ses yeux s'estomper de jour en jour. Elle a commencé à faire de fréquents cauchemars, se réveillant au milieu de la nuit en hurlant, couverte de sueur. Dans ses mots, elle voyait Michel dans ses rêves, mais pas comme nous le connaissions. Il était entouré d'ombre, avec des yeux qui brillaient d'une lumière non naturelle. Juliette craignait le sommeil, et le manque de repos commençait à détériorer sa santé mentale. Notre isolement social est devenu total. Les amis et la famille ont cessé de nous rendre visite, intimidés par les rumeurs qui circulaient en ville sur notre maison et notre comportement. Personne ne voulait se mêler de ce qu'ils ne comprenaient pas. Nous étions seuls, menant une bataille que nous ne savions pas comment gagner. Chaque jour qui passait, la présence maléfique semblait se renforcer, se nourrissant de la peur et du désespoir qui envahissaient notre foyer. Cette phase de notre vie a été marquée par une solitude et une terreur que je n'aurais jamais cru possible. Chaque ombre semblait cacher un danger, chaque murmure dans la maison un avertissement. Nous étions pris au piège dans notre propre maison, un endroit qui aurait dû être un refuge et un lieu de paix, mais qui était devenu une sombre prison. Au fil des jours, l'intensité de l'horreur dans notre maison a atteint des niveaux insupportables. Les nuits sont devenues une symphonie de cris terrifiants et de rires qui semblaient émaner des murs. Michel, au centre de tout cela, alternait entre des moments de calme effrayant et des crises de rage violentes. Un soir, alors que des rires grotesques résonnaient dans la maison, nous avons trouvé Michel dans le couloir, le regard perdu dans le néant, souriant à quelque chose que lui seul pouvait voir. Des animaux ont commencé à être retrouvés morts dans notre jardin. La première fois que j'ai vu un oiseau mort au pied du vieil arbre, j'ai pensé qu'il s'agissait d'un accident, peut-être une chute. Mais il y en a eu d'autres, des petits mammifères, dont chacun se débarrassait de façon rituelle. Michel a nié toute implication, mais un matin, je l'ai trouvé à l'aube, les mains teintées de sang frais, sans aucune expression de culpabilité ou de peur sur son visage. Il s'est contenté de me regarder, comme s'il s'attendait à ce que je comprenne ses actes. Le phénomène le plus inquiétant était l'obscurité qui s'installait dans notre maison pendant la journée. Les fenêtres, même déverrouillées et dégagées, ne laissaient pas entrer la lumière du soleil. Nous vivions dans un crépuscule constant, une faible lumière qui nous permettait à peine de nous voir. Dans ces moments-là, le sentiment de claustrophobie était presque tangible, une pression que nous ne savions pas comment soulager. Dans un acte de désespoir,
j'ai essayé de confronter Michel. Au cours d'un dîner silencieux, je l'ai interrogé sur les voix, les animaux, l'obscurité. Sa réponse a été d'une froideur qui m'a glacé les chines. Il parlait d'une voix qui n'était pas la sienne, une voix profonde et réverbérée qui semblait venir d'une autre époque ou d'un autre monde. Il nous a avertis, avec des mots menaçants, qu'il n'y avait pas d'échappatoire, qu'il était hors de notre portée et de notre contrôle. Lorsque Juliette a entendu cela, elle s'est enfuie de la pièce en sanglotant, tandis que je restais paralysé, essayant de comprendre comment nos vies en étaient arrivées là. Nous étions sur les nerfs, chaque ombre et chaque bruit nous mettant en état d'alerte permanent. La maison, autrefois pleine de rires et de projets d'avenir, était maintenant un champ de bataille où nous nous battions pour notre santé mentale et notre sécurité. La tension dans notre maison a atteint un point critique un soir où Juliette a été attaquée. Nous essayons de dormir malgré la peur constante lorsque nous avons entendu un bruit venant de la chambre de Michel. Juliette, toujours inquiète, est allée vérifier qu'il allait bien. Ce qui s'est passé ensuite n'était qu'un flou de cris et de confusion. J'ai couru dans la chambre et j'ai vu Michel, avec une force qui ne semblait pas naturelle, pousser Juliette contre le mur. Il avait les mains sur son cou et ses yeux, ce n'étaient pas les yeux d'un garçon. Ils brillaient d'une lumière maléfique. Avec beaucoup d'efforts, j'ai réussi à éloigner Michel de Juliette. Elle était effrayée, avec des marques rouges sur le cou. Michel, quant à lui, s'est mis à parler dans une langue que nous n'avions jamais entendue. Ces mots résonnaient comme un écho d'un autre monde. Les lumières vacillaient pendant qu'il parlait, et les objets autour de la pièce commençaient à léviter, à tourner dans l'air comme s'ils étaient pris dans une tornade invisible. Cette nuit-là, la présence dans la maison se manifesta complètement. Une voix profonde et effrayante a résonné dans chaque pièce, nous menaçant avec des mots de désespoir et de douleur. « Vous ne serez jamais en sécurité », disait la voix, tandis que des ombres dansaient sur les murs, formant des figures grotesques. Juliette et moi nous sommes serrés l'un contre l'autre sur le sol, sentant la maison trembler sous la force de l'entité que nous avions accueillie par inadvertance. La situation semblait hors de notre contrôle. Le lendemain, épuisés et désespérés, nous avons appelé la police. Ils sont venus, ont écouté nos histoires et ont vu les marques sur le corps de Juliette. Cependant, ils ont tout attribué à des troubles domestiques, incapables d'accepter la vérité surnaturelle que nous leur racontions. Dès qu'ils sont partis, les manifestations ont recommencé, comme si l'entité se délectait de notre malheur. Ces événements ont marqué le début d'une période encore plus sombre de notre vie. Nous étions pris au piège dans un cycle de peur et de violence, ne sachant pas comment nous protéger ou protéger Michel, le petit garçon que nous avions accueilli dans notre foyer avec tant d'amour et qui se révélait maintenant être le catalyseur d'une terreur inimaginable. Après la visite inutile de la police, j'ai senti que nous devions mieux comprendre ce qui se passait. J'ai commencé à enquêter sur l'histoire de l'orphelinat d'où venait Michel et sur les liens qu'il pouvait avoir avec les phénomènes surnaturels. J'ai découvert que l'orphelinat avait été construit sur les ruines d'une ancienne église qui avait été le théâtre de nombreux rituels considérés comme hérétiques par l'église locale. En fouillant davantage dans les vieux dossiers, j'ai découvert que l'entité qui pourrait être liée à Michel avait des antécédents de possession documentés remontant à plusieurs siècles dans la région. J'ai également approfondi les dossiers du grenier, où j'ai trouvé des mentions d'enfants disparus au fil des ans, tous adoptés dans le même orphelinat. Ces enfants semblaient en partager des rapports sur des comportements étranges et violents, très similaires à ceux que nous vivions avec Michel. Il était clair que nous n'avions pas seulement affaire à un enfant à problème, mais à quelque chose de beaucoup plus vieux et de plus dangereux. En lisant ces dossiers, chaque histoire semblait faire écho à notre propre expérience. J'ai découvert qu'un groupe de prêtres avait essayé d'exorciser l'entité dans le passé, mais avait échoué,
ce qui avait entraîné une tragédie qui avait conduit à la fermeture de l'église d'origine. Apprendre cette information a été terrifiant, mais aussi instructif. J'ai commencé à réaliser que notre combat n'était pas seulement le nôtre, mais qu'il s'inscrivait dans une bataille plus ancienne entre le bien et le mal. Forte de ces nouvelles connaissances, j'ai compris que nous avions besoin de l'aide d'un expert si nous voulions avoir un espoir de sauver Michel, et peut-être même de nous sauver nous-mêmes. La décision de faire appel à un exorciste a été difficile à prendre, car cela signifiait admettre que nous étions entrés dans un monde qui n'existait auparavant que dans les histoires d'horreur. Cependant, il n'y avait pas d'autre option. J'ai contacté un exorciste recommandé par les dossiers que j'ai trouvés dans le vieux journal, quelqu'un qui comprenait la profondeur et la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvions. L'arrivée de l'exorciste a été un moment d'espoir mêlé à une profonde terreur. C'était un homme à la voix douce, mais ses yeux révélaient des années passées à affronter des horreurs que la plupart des gens ne connaissent que dans leurs cauchemars. Avant de commencer l'exorcisme, il nous a préparés, nous expliquant que cela pouvait être dangereux et que nous devions être prêts à toute éventualité. Sa présence a apporté un calme étrange, signe que nous étions peut-être enfin sur la voie de la résolution de cette horrible situation. L'exorcisme a commencé à la tombée de la nuit. L'exorciste a placé Michel au centre de la pièce, avec des symboles sacrés autour de lui, et a commencé à réciter des prières en latin. L'air est devenu lourd, presque comme si on pouvait sentir le mal se déplacer. Michel a commencé à réagir violemment, à crier et à parler avec des voix qui n'étaient pas les siennes. C'était comme si une bataille se livrait en lui, une bataille pour son âme. Au fur et à mesure que l'exorcisme progressait, des phénomènes encore plus violents et effrayants ont commencé à se produire. Des objets volaient dans la pièce, les fenêtres cliquetaient sans vent, et une ombre noire semblait danser sur les murs, formant des images menaçantes. L'exorciste a continué ses prières, inébranlable, même lorsqu'il était clairement défié par une force puissante et maléfique. Le point culminant de l'exorcisme était à la fois effrayant et dramatique. Michel, ou l'entité qui l'habitait, nous a parlé directement, sa voix résonnant dans toute la maison. Les mots étaient des menaces et des malédictions, essayant de nous faire fuir. Mais l'exorciste n'a pas cédé. Dans un dernier effort, il a conclu le rite, versant de l'eau bénite sur Michel tout en proclamant la victoire de la lumière sur les ténèbres. Michel s'évanouit, et pendant un moment, il y eut un silence absolu, comme si la maison poussait un soupir de soulagement. Mais la paix est de courte durée. L'exorciste, visiblement affaibli et blessé par quelque chose d'invisible pendant la confrontation, nous a averti que l'entité était forte et pourrait revenir. Il a dû quitter précipitamment notre maison, emmené pour des soins médicaux en raison des blessures qu'il avait subies, nous laissant avec un sentiment d'incertitude quant à savoir si le mal avait vraiment été banni. Après le départ de l'exorciste, la tension dans notre maison ne s'est jamais vraiment dissipée. Juliette et moi surveillions Michel en permanence, craignant qu'à tout moment, l'entité ne reprenne le contrôle sur lui. Les jours suivants ont été marqués par un calme tendu, où chaque ombre et chaque bruit étaient une source d'inquiétude. Nous ne savions pas si l'exorcisme avait totalement réussi ou si nous étions simplement dans une accalmie temporaire avant la tempête. Notre vigilance constante a révélé que, bien que moins intense, certains phénomènes étranges persistaient. De petits objets bougeaient encore tout seuls, et parfois, au milieu de la nuit, nous entendions des chuchotements provenant de la chambre de Michel. Il semblait plus calme, mais ses yeux montraient parfois une lueur qui n'était pas du tout naturelle. Les doutes quant à sa guérison complète nous empêchaient de dormir, nous demandant si nous devions essayer un autre exorcisme ou chercher une autre forme d'aide. Une nuit, alors que la maison dormait sous une nouvelle lune, une présence écrasante nous a réveillés.
L'air était chargé et une oppression suffocante s'est emparée de la pièce. Michel se tenait dans le couloir et nous fixait avec une intensité qui nous glaçait le sang. Sans un mot, il s'est retourné et a regagné sa chambre, laissant derrière lui une traînée de froid. C'était un rappel que l'entité était toujours là, tapie dans l'ombre, attendant peut-être le bon moment pour émerger à nouveau. Dans les jours qui ont suivi, l'atmosphère lugubre et le sentiment constant de peur sont devenus nos compagnons permanents. Juliette et moi savions que nous vivions au bord d'un précipice, attendant toujours que le mal que nous avions fait entrer dans notre maison par l'intermédiaire de Michel se manifeste à nouveau sous une forme complète. La vie dont nous avions rêvé lorsque nous avons adopté Michel s'est transformée en un cauchemar permanent dont nous ne pouvions pas nous échapper. C'est ainsi que nous avons vécu, jour après jour, avec l'ombre d'une terreur indicible planant sur notre famille. La lutte a peut-être connu des moments de répit, mais la guerre, nous le craignions, était loin d'être terminée. Notre maison, autrefois un lieu d'amour et de rire, n'était plus qu'un champ de bataille silencieux où chaque coin cachait des horreurs possibles qui remettaient en question notre santé mentale et menaçaient notre existence.